podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, les Marianne avec Laurie Théron. Bonjour Laurie. Bonjour Claire. Tu es conseillère en communication et tu es la créatrice du podcast Les Marianne. Tu es diplômée de Sciences Po Bordeaux et tu as commencé ta carrière en tant que collaboratrice parlementaire aux côtés de plusieurs élus. Et puis au bout de 6 ans, en 2021, je crois, tu décides de lancer ton podcast Les Marianne, qui parle des femmes, de femmes engagées en politique et aussi d'activistes, de femmes activistes. Et dans ce podcast, tu dresses en fait le portrait d'une génération de femmes qui sont engagées, inspirantes. Tu y parles évidemment d'engagement, de parité, de conviction, de la sous-représentation aussi des femmes dans le milieu de l'engagement et de la politique. Et puis voilà, de comment est-ce qu'on crée un parcours dans ces milieux-là. Et puis 1 an après la création de ton podcast, il me semble que tu as déménagé et tu as un peu changé de vie pour quitter ton CDI à Paris et pour arriver à Bordeaux. Tu travailles maintenant en tant que conseillère en communication. Oui, merci pour cette belle introduction. C'est tout à fait juste. C'est effectivement mon parcours. Donc aujourd'hui, effectivement, je vis à Bordeaux, une superbe ville dans laquelle je suis hyper épanouie. Donc effectivement, les Marianne, ça a commencé après 7 années de collaboration politique au Sénat, tu l'as rappelé. Un milieu que j'ai adoré, mais dans lequel j'ai aussi observé le phénomène de sous-représentation des femmes en politique. La parité, on n'y est pas encore. Je me permets de rappeler quelques chiffres. 35% de femmes sénatrices, 37% de femmes députées à l'Assemblée nationale et 20% de femmes maires. Alors, avec les prochaines municipales en 2026, ça va peut-être changer, mais en tout cas, les femmes restent encore sous-représentées dans les sphères de pouvoir. Et pourtant, c'est vrai que la présence des femmes en politique est essentielle. C'est un levier essentiel pour enclencher des grandes transformations sociétales et faire avancer les combats féministes, parce qu'en fait, effectivement, plus les femmes sont au pouvoir et plus elles peuvent en fait défendre et mettre à l'agenda des problématiques qui sont propres aux femmes. Donc voilà, j'ai lancé ce podcast avec l'idée effectivement de valoriser, de mettre en lumière des rôles modèles féminins engagés, parce qu'effectivement, on a besoin de rôles modèles pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se dire, moi aussi, je pourrais peut-être être maire, être députée, avoir en tout cas un mandat politique, servir la République. Ce podcast, il est aussi fait pour décrypter les codes et les réalités du pouvoir, et puis évidemment pour encourager d'autres femmes à s'impliquer dans la vie publique. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le format du podcast à l'époque? Je suppose que c'était parce que c'était un média qui était très accessible. Post-premier confinement, le podcast était démocratisé. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de faire appel à ce média-là? Oui, effectivement. Alors, il faut se replonger un peu dans le contexte. 2020, confinement, le boom de l'audio. Moi-même, j'écoute à ce moment-là énormément de podcasts. Je suis très séduite par l'audio, par ce format immersif. Je deviens un peu une boulimique de podcasts. J'en écoute énormément. Donc, en fait, ça, c'est un choix qui s'est vraiment imposé de manière assez naturelle. J'ai trouvé que c'était un superbe outil, en fait, pour transmettre un message, pour être dans ces valeurs de partage, de transmission, de pédagogie, d'empathie. Je trouve que le rapport à la voix est très intime, et lorsqu'on engage en dialogue et que effectivement on rentre un peu dans l'intimité d'une personnalité, ça permet d'être vraiment de rencontrer son altérité. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce format. Et puis d'un point de vue pratico-pratique, ça demande une organisation, une organisation logistique, mais qui était quand même très à portée, enfin très accessible. Et on peut se déplacer très facilement avec 2 micros, un enregistreur dans son sac. Moi, quand je vais à la rencontre des femmes politiques, évidemment, je vais souvent à leur rencontre dans les institutions, dans leurs bureaux, pas leur faire perdre du temps à se déplacer dans un studio. Donc en fait, évidemment, le micro a ça de chouette, de pouvoir être facilement transporté partout. Quand tu commences, tu travailles encore au Parlement. Je suppose que travailler dans cette institution-là, ça t'ouvre aussi des portes pour commencer tes interviews. Comment est-ce que tu choisis tes invités au début?
Au début, alors effectivement, je m'appuie sur mon réseau, mais pas que. En fait, la toute première invitée, qui est Anna Elmaro, une femme qui m'a fait confiance alors qu'elle ne me connaissait pas. Nous n'avions personne en commun dans nos relations. Vraiment, c'était pas du tout une personnalité issue de mon réseau, professionnel ou personnel, pas du tout. Néanmoins, j'avais été assez séduite par ses engagements. Je la suivais sur les réseaux sociaux et elle m'a fait confiance. Donc, encore une fois, là, je dis un grand merci à toutes mes invitées qui ont su me faire confiance dès le début du projet, qui ont cru en fait en moi et dans cette idée. Ça a été surtout le fruit d'aller convaincre, d'aller expliquer le projet et d'aller trouver des personnalités qui ont ces valeurs-là et qui souhaitent les défendre. Mais effectivement, mon réseau m'a servi par la suite, mais au début, vraiment, ça a été des convictions, des conversations de cœur à cœur en fait, et qui ont fonctionné comme ça, ouais. Et puis oser aller démarcher des invités quelque part et se montrer tel qu'on est, voir voilà, c'est vraiment ça. Quand tu démarres, est-ce que tu adoptes un rythme d'un épisode par mois, comme c'est le cas aujourd'hui? Ou est-ce que tu, démarres avec un rythme un peu plus rapide et tu ralentis au fur et à mesure? Oui, alors non, quand je démarre un peu un peu sur les chapeaux de roue avec 2 épisodes par mois. Donc je rappelle que j'avais quand même j'avais réduit mon temps de travail également pour pouvoir me consacrer aussi au podcast, hein. Il y avait une journée qui était vraiment consacrée entièrement aux Marianne de mon emploi du temps, officiellement. Donc, je démarre avec 2 épisodes par mois parce qu'effectivement, j'étais hyper enthousiaste par le projet, hyper excitée, donc j'avais envie de produire. Et puis, je crois que c'était un bon rythme pour démarrer. Et puis ensuite, les choses se sont un petit peu plus posées au fur et à mesure. Et du coup, tu t'es dit: «OK, je passe sur un épisode par mois» parce que ça faisait trop et c'est quelque chose que tu as, voilà, que tu as posé et après c'est ça qui t'a peut-être aussi permis, de tenir sur la durée parce qu'aujourd'hui ton podcast, il a une vraie communauté, d'auditrices et d'auditeurs et il faut, comme tu dis, comme tu le rappelles aussi sur les réseaux, pouvoir tenir sur la durée. C'est pas un sprint, mais c'est vraiment un marathon, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, les applications de streaming audio sont remplies de podcasts et de cimetières de podcasts aussi. Il y a beaucoup de podcasts qui démarrent en fait et qui s'arrêtent au bout de 8, 10 épisodes parce qu'on se rend compte en fait, du temps que ça prend, de l'énergie que ça prend. Moi, j'ai fait le choix à un moment donné je me suis vraiment questionnée. Il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Et j'ai décidé, du coup, pour continuer, pour pouvoir soutenir le projet dans le temps, de ralentir un petit peu le temps que je lui consacrais et de continuer à le produire, mais à un rythme plus smooth, plus durable. Ça a été vraiment un challenge pour moi de faire exister un média de fond qui parle de questions de fond, qui demande quand même beaucoup de temps de préparation dans un monde où tout s'accélère, dans un monde de l'instant. Ça, c'est un premier défi. Et puis le deuxième, c'est également en fait trouver un équilibre entre cet engagement militant parce que le podcast Les Marianne, c'est un coup de cœur, hein, c'est un coup de cœur militant avant d'être un projet marketing. Donc il faut trouver un équilibre entre cet engagement-là militant, l'exigence éditoriale pour le produire de manière indépendante et exigeante, et la viabilité économique du projet aussi. Ça, je pense que c'est une question que beaucoup de créateurs de contenu se posent. Moi, je travaille encore sur ces questions aussi. Le podcast, aujourd'hui, je crois qu'il est pas monétisé. Est-ce que c'est un choix, de ta part, en fait, de pas le monétiser? Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Est-ce que tu envisages, les choses différemment, actuellement? Oui, alors pour le moment, effectivement, le podcast, il n'est pas monétisé. J'ai voulu d'abord construire une éditoriale solide, indépendante et une relation de confiance aussi avec mon audience pour que ça reste un espace de parole libre. Mais c'est vrai que la monétisation fait naturellement partie de la suite du projet pour le rendre viable sur la durée, mais pas avec n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Donc, je recherche des partenaires qui partagent les valeurs du podcast et qui ont envie de s'inscrire dans cette logique en fait de sens, parce que je pense que soutenir un podcast, c'est aussi soutenir une vision du monde. Donc effectivement, si vous croyez que les femmes ont leur place en politique, dans un monde où en plus les droits des femmes reculent partout, que ça soit dans le monde ou en Europe, eh bien venez soutenir le podcast Les Marianne. Moi, je crois beaucoup dans des partenariats assez sur mesure, où on peut co-construire du brand content, co-construire des séries ensemble sur des thématiques liées à la vie citoyenne, à la démocratie, à l'engagement, au cyberharcèlement, aux compétences qu'il faut pour évidemment faire carrière et apporter des choses à la vie publique.
Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de partenariat sur mesure, d'alliance éditoriale pour donner de la visibilité à une marque, mais aussi pérenniser, permettre de pérenniser le projet des Marianne. Aujourd'hui, effectivement, j'ai une audience qui m'écoute depuis 4 ans, des invités qui me font confiance aussi. Tu l'as rappelé, des invités de premier plan de la vie politique. J'ai reçu évidemment Yael Braun-Pivet, Aurore Berger, la maire de Strasbourg, beaucoup d'élus locales aussi, du tissu des collectivités territoriales, sénatrices, députées. Donc le podcast, il est bien identifié par ces actrices-là. Il est écouté aussi par des élus, par des militantes, par des personnes, des décideurs, des décideuses politiques qui font l'actualité. Et je pense qu'une marque a tout à gagner effectivement à rejoindre, à s'associer à ce projet. Est-ce que tu sais s'il y a des hommes qui t'écoutent aussi? Oui, absolument. Oui, oui, j'ai quelques hommes qui m'écoutent. Alors, sur les réseaux sociaux, ils sont un peu moins à me suivre, mais oui, oui, il y a des hommes effectivement qui s'intéressent à ces questions-là et je les remercie et ils sont tous les bienvenus évidemment pour écouter les Marianne. La mixité, moi j'y crois beaucoup, hein. Je prône des valeurs de mixité, je prône des valeurs de féminisme, mais c'est la mixité avant tout. C'est les femmes et les hommes, on doit être capable de pouvoir travailler ensemble sur ces questions et les hommes peuvent être aussi, et ils le sont parfois aussi, de très bons ambassadeurs aussi de notre cause. Et j'aimerais qu'ils le soient encore davantage naturellement, mais certains le sont déjà et il faut continuer à les encourager en ce sens-là. Tu parlais de réseaux sociaux, de communication. Comment est-ce que tu fais la promotion? Enfin, comment est-ce que tu communiques sur ton podcast à l'heure actuelle? Quels sont les réseaux que tu as privilégiés? Oui, alors déjà, j'ai mis en place une newsletter avec les plus fidèles auditeurs. Donc effectivement, j'ai ce canal privilégié là de l'écrit. J'aime beaucoup l'audio, mais j'aime beaucoup aussi écrire. Donc la newsletter existe. Et puis effectivement, je suis plutôt présente sur LinkedIn et sur Instagram. Ça va être les 2 réseaux principaux. Euh, j'ai mon site web également, mais voilà, moi je suis plutôt communication écrite ou alors effectivement, voilà. Après ils sont abonnés au podcast sur les plateformes, donc s'ils sont abonnés, ils reçoivent aussi le nouvel épisode directement sur la plateforme. Tu as créé ton activité de freelance en communication en 2022, c'est ça à peu près? En termes de À peu près. Ouais, Oui. OK. Qu'est-ce qui t'a incité, à du coup être lancée en freelance et est-ce que c'était aussi, un besoin de pouvoir avoir plus, de flexibilité pour le podcast? Voilà, qu'est-ce qui t'a motivée dans ce choix? Bonne question. Alors, je crois que l'entrepreneuriat m'a toujours attirée. Moi, je viens d'une famille quand même d'entrepreneurs. J'ai toujours eu envie de créer des choses. Je pense que ça, c'est un peu ma force, c'est que je suis une personne créative. Avoir créé ce podcast, c'est un bel accomplissement, une belle naissance pour moi. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime créer des choses, qui aime finalement euh, imaginer et puis donner vie à ses idées. Donc, il y avait vraiment cet engouement pour la création. Et puis finalement, ça s'est imposé assez naturellement à moi parce que je crois que aujourd'hui, mes compétences en termes de communicante sont mon premier pilier finalement. Je pense que c'est ce que je sais le mieux faire et c'est un peu cette zone dans laquelle je prends du plaisir aussi. Donc aujourd'hui, effectivement, j'accompagne mes clients sur leur stratégie de communication digitale, du community management en passant par la création de podcasts en marque blanche aussi ou l'animation de webinaires. Donc moi, je crois beaucoup à cet outil du podcast aussi pour les marques, pour les organisations, les entreprises, les associations, pour leur permettre de dérouler leurs idées, leurs messages, de révéler leur ADN de marque et de prendre part aussi à des débats de société. Je crois que dans un monde en fait où l'IA on est face à une jungle de contenu créé par l'IA et je crois que l'humain va devenir une vraie richesse, une vraie rareté. Donc, pour moi, le podcast, c'est vraiment le média du lien, le média de l'incarnation, qui permet d'être dans un temps long aussi, de la réflexion, d'ouvrir des débats de société, de relier les gens entre eux. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a d'abord ce média de la confiance, parce qu'on voit aussi que les podcasteurs ont une cote de confiance bien plus haute que celle des influenceurs, par exemple.
Le podcast aussi permet de sortir de la logique un peu de contenu périssable, c'est-à-dire qu'on est face à des contenus qui sont durables dans le temps et qui continuent à performer bien longtemps après leur mise en ligne. Et ça permet aussi d'alimenter une stratégie de contenu qui a du sens pour une entreprise et voilà, de la positionner comme un key opinion leaders en fait dans son domaine. Donc voilà, je crois beaucoup à l'audio et je crois qu'on n'écoute pas des podcasts par hasard et que quand on écoute un podcast en tant qu'auditeur, on l'intègre dans sa vie. Hein. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts qui nourrissent mon quotidien, tous les mercredis, je sais qu'il y a ce podcast qui sort, je vais l'écouter. Ou voilà, moi, je suis beaucoup dans cette série de podcasts et je crois que beaucoup d'auditeurs, on est dans ce cas-là et on s'attache beaucoup aux hôtes, on s'attache beaucoup aux marques qui nous proposent des podcasts. Alors justement, est-ce que tu peux me dire, quels sont tes podcasts préférés, ceux que tu, écoutes régulièrement ou pour lesquels tu as eu un petit coup de cœur? Ouais, alors moi j'écoute énormément de podcasts. Alors j'adore les podcasts de Radio France. Certaines séries, je les trouve vraiment des pépites. Mais c'est vrai qu'en ce moment, alors j'ai écouté Les œufs au frigo de Rachel Flore Pardo sur la thématique de la congélation d'ovocytes. J'étais assez perplexe d'écouter un podcast sur ces sujets. C'est un sujet qui peut me crisper un petit peu personnellement, mais elle a réussi vraiment à me convaincre. Vraiment, j'ai trouvé que cette série était fabuleuse et très très bien écrite, très très bien pensée. Et on sortait vraiment d'injonctions sociétales. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super. J'écoute Le divan des patronnes de Nina Ramen. J'écoute Thune sur le rapport à l'argent. J'écoute Les Lueurs, que je trouve vraiment intéressant aussi selon les invités, avec beaucoup d'invités ici du monde de la philosophie. J'aime beaucoup aussi prendre un peu de recul grâce à cette approche de la philosophie. J'écoute ma bulle astro-yoga, plutôt sur l'astrologie et sur qui offre des bulles méditatives aussi pendant les épisodes. Donc un panel assez varié finalement, à la fois des thématiques business, actu, et puis développement personnel. J'aime bien Jay Shetty aussi aux États-Unis. Ouais, qui est un des plus Donc gros podcasts, américains sur les sujets de développement personnel, ouais. ouais, et c'est vrai il est incroyable. Ouais, c'est un super bon intervieweur, et justement une question que j'avais très envie de te poser en préparant cette interview, puisque tu as à la fois la casquette de podcasteuse et puis, celle, de conseillère en communication et que tu coaches aussi beaucoup les gens sur leur prise de parole. Qu'est-ce qui, selon toi, fait, une bonne interview ou bien un bon intervieweur, une bonne intervieweuse? Les skills en termes Oui, d'interview? alors je pense que la qualité première, c'est l'écoute. Je pense qu'effectivement, il faut être dans une écoute active, présente, et c'est ce qui est difficile parfois. Parce que en tant que podcasteur, on est souvent seul à tout gérer, la technique, faire en sorte que l'invité se sente à l'aise, faire en sorte de leader l'interview, de poser les bonnes questions, de répondre, de réagir, etc., d'ajouter de la fluidité tout en gardant sa trame. Il y a beaucoup de paramètres Ouais, à à gérer. prendre en compte, à gérer seul, sans une assistante technique, sans quelqu'un qui fait voilà une retouche maquillage, s'il y a de la vidéo. Donc je trouve que l'écoute, c'est la qualité essentielle pour mener une interview, être capable de rebondir sur quelque chose que l'invité a dit alors que c'était pas forcément envisagé au début, être capable de creuser au bon moment, de le mettre à l'aise aussi, parce qu'on n'est pas forcément face à des personnes qui sont à l'aise avec le micro, avec l'enregistrement, ça peut arriver. Donc pour moi, l'écoute, c'est vraiment la qualité numéro une. Et puis ne pas vouloir trop se mettre soi en valeur, en fait, mais mettre en valeur son invité. Ça, Ouais. c'est aussi très très important et ça se sent quand on écoute un podcast, on sent si l'hôte du podcast, voilà, il est là pour parler de lui. Voilà, moi, j'aime pas trop les podcasteurs qui ramènent toujours tout à eux. Il y a beaucoup ça aussi des fois dans le monde du podcast où un invité partage une expérience, une anecdote, et puis hop, on arrive dans un échange comme ça. Bon, moi, je trouve que effectivement, c'est mieux quand c'est l'invité qui est au centre.
Ouais, surtout sur les thématiques, business et puis aussi développement personnel, c'est quelque chose qu'on peut observer beaucoup et c'est vrai que trouver la juste distance, mais aussi la juste implication dans une interview, c'est pas nécessairement, facile d'à la fois être vraiment présent et de s'affirmer en tant qu'hôte, donc de vraiment, être, vraiment entre guillemets «propriétaire» et leader cette interview comme tu disais et puis en même temps de laisser toute la place aussi, de bien mettre en valeur, la personne qui est interviewée. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu pourrais nous dire quelle interview t'a le plus marqué ou nous faire part d'un souvenir, marquant dans une interview, Oui, alors, il y en a 3. Spontanément, il y a trois souvenirs qui me reviennent en tête assez rapidement. J'ai eu des frissons, vraiment. J'ai eu la chair de poule quand j'ai enregistré un épisode avec Chaparak Saleh, qui est une militante franco-iranienne sur les droits des femmes, donc une avocate qui exerce à Paris et qui se bat pour défendre les droits des femmes iraniennes depuis la France, naturellement. Effectivement, écouter le poids de son engagement, c'est-à-dire que elle vient d'Iran, la tombe de son père est en Iran, et en fait, militer en France lui interdit de retourner dans son pays parce que si elle retourne dans son pays, elle sait qu'elle va être emprisonnée, peut-être torturée, enfin voilà. Et en fait, ça replace quand même un certain débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est libre en France de militer comme on le souhaite et c'est absolument formidable, mais c'est une liberté qui n'est pas acquise partout et qui est rare finalement. Voilà, j'ai trouvé que ça donnait vraiment un poids particulier à son engagement, une gravité qu'on doit aussi mesurer et se rappeler. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un épisode fort. Et je pense que si vous l'écoutez, vous allez comprendre. Et puis deux autres moments, plutôt, je les ai vécus de manière un peu plus historique, quelque part, effectivement, interviewer la première femme présidente de l'Assemblée nationale, au-delà des partis. Hein, je trouve que c'était fort pour moi. Voilà, c'était pouvoir diffuser son témoignage et laisser une trace, voilà, de son témoignage où elle donne en fait aussi des clés personnelles, une lecture personnelle de la politique. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Comment est-ce qu'elle a géré à la fois sa vie de femme et de femme politique? Elle a 5 enfants, hein, elle a été mère au foyer pendant un certain nombre d'années. C'est intéressant, en fait, je trouve, d'un point de vue sociétal, comment est-ce qu'on arrive à tout concilier, à avoir une vie de femme, une vie de mère, une vie de femme politique. Voilà, j'ai trouvé que c'était ma manière à moi de laisser une trace aussi, de diffuser sa parole. C'était chouette. Sophie Adenau aussi. Alors, elle n'est pas femme politique, c'est une astronaute. Ça va être la deuxième femme française à partir dans l'espace. Hein. Elle va bientôt partir dans l'espace, rejoindre l'ISS, la Station ouais. spatiale internationale. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer lorsqu'elle a rejoint l'ESA. C'est une tête, elle est incroyablement brillante, incroyablement courageuse, passionnée de sport extrême, de dépassement de soi, et en même temps, elle est tellement simple et tellement solaire et gentille. Vraiment, c'était un régal de pouvoir discuter avec elle et vraiment une personnalité incroyable. En tout cas, ça donne envie d'écouter, ces épisodes. Mon Seul avec Yael Braun-Pivet, je l'ai déjà écouté, mais les autres, je les ai pas encore écoutés, donc ça donne super envie d'aller les entendre et dernière question, ton podcast, il t'a aussi effectivement ouvert des opportunités, assez incroyables. Je pense, aussi à des tables rondes que tu as pu animer, à une prise de parole que tu as faite aussi avec, Lucie Castet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de voilà, de ce que le podcast t'a permis aussi à côté, comme opportunité? Oui, oui, merci de me rappeler ce super souvenir. C'est vrai que c'était exceptionnel aussi, d'être invitée au Paris Podcast Festival. Moi, j'y allais quasiment tous les ans, pour découvrir, les podcasts du moment, écouter les studios, écouter, les acteurs, de ce monde-là. C'était vraiment, chouette, d'être invitée, à parler et voilà, à parler de mon podcast. Donc, c'était un super souvenir. Effectivement, en fait, le podcast nous fait vivre plein d'aventures. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et il faut se rappeler de ça quand parfois
on peut avoir des petites phases de doute, de down, de découragement, parce qu'on l'a dit, c'est un marathon et on n'a pas, quand on met en ligne un épisode, il y a personne qui nous applaudit, on n'est pas face à un public en concret. Donc, c'est difficile parfois ce manque d'interaction directe avec un public. Donc, c'est vrai que tous ces petits moments de reconnaissance, de lien avec le public, où on rencontre dans la vraie vie des gens qui nous disent « Ah, j'ai été écouté, j'aime bien comment t'animes, j'aime bien tes invités. » Voilà, ça, c'est hyper important pour se ressourcer et garder l'énergie, et garder la motivation, parce qu'en fait, on sait qu'on le fait pour des vrais gens. C'est quelque chose de voir les statistiques d'écoute, mais c'est une autre chose de dialoguer avec sa communauté. Et vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est toujours garder un lien assez direct de proximité avec ses auditeurs, avec sa communauté, pour se nourrir aussi de leur feedback et de leurs encouragements. Et je crois que ça, c'est chouette. Et c'est vrai que je pense qu'animer ce podcast m'a révélé à moi-même le pouvoir de ma propre voix et m'a fait prendre confiance en moi là-dessus. Ça, c'est clair, c'est indéniable. J'ai beaucoup, je pense, gagné en confiance en moi, en leadership depuis que j'anime les Mariannes. Et voilà, pour ça, je suis très, très reconnaissante. Et merci à tous mes invités de me faire confiance. Et c'est aussi ce que tu transmets aussi à tes clients et à ta communauté aussi de façon directe et indirecte. Merci beaucoup Laurie pour cette interview. Et donc je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent t'écouter sur toutes les plateformes, donc sur le podcast Les Mariannes et évidemment sur podcast.fr, sur notre nouvelle application qui est disponible gratuitement sur iPhone et aussi sur Android. Merci beaucoup. Merci Claire et merci pour ton invitation. Avec plaisir.